en ligne dédié donc au benchmark des performances des campagnes email 2015. Donc benchmark qui est sorti très récemment chez Experian Marketing Services. Et je vais laisser la main à notre speaker du jour, Magali Laspag, qui est Head of Managed Services chez Experian Marketing Services. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Effectivement, donc tout d'abord merci pour votre participation à ce webinaire qui, comme l'a expliqué donc Mélanie, il est consacré au benchmark IMIA des performances des campagnes email de 2015. Et donc nous allons avoir 45 minutes pour décrypter ensemble les enseignements de cette étude. Alors je vais vous présenter l'agenda que nous allons couvrir. Nous allons débuter donc avec une courte introduction sur Experian Marketing Services, puis ensuite je vous rappellerai donc la méthodologie de l'étude et on la replacera dans son contexte. Et dans la deuxième partie, nous aborderons donc les résultats au travers de 5 volets qui correspondent donc aux 5 KPI clés de l'email. La partie délivrabilité donc avec les NPAI, taux d'ouvreur d'ouverture, click, réactivité des abonnements. Et nous terminerons donc ce séminaire par une session de questions-réponses. Donc Experian Marketing Services, pour ceux qui nous connaissent peu, en fait depuis plus de 30 ans, nous sommes leader mondial du Data Driven Marketing, donc le marketing piloté par la donnée. Et notre métier consiste à aider les annonceurs à créer et délivrer des interactions pertinentes en toutes circonstances. Donc en fait, notre offre couvre aujourd'hui 3 éléments principaux. La donnée, puisque nous avons un savoir-faire qui s'appuie donc sur la plus grande base de données des consommateurs, avec plus de 2,3 milliards de consommateurs à l'échelle de la planète. On a la brique donc technologie, où là donc on a une association techno d'identification et d'interconnexion. On fait également donc de la connaissance des consommateurs via notre segmentation mosaïque et bien sûr de l'analyse et de la technologie de gestion des interactions avec notre plateforme Marketing Suite qui permet donc de gérer des interactions cross-canal. Et enfin la partie service, puisque donc là on est régulièrement classé numéro 1 de la satisfaction client grâce à des modèles de service qui sont souples et une expertise cross-canal. Et vous avez donc sur la droite quelques références de clients. Notre mission, elle se traduit en fait par un appui aux plus grandes marques sur l'identification des bonnes audiences à cibler, sur la maximisation de la valeur donc, de chaque interaction, et puis l'inscription de la marque dans l'esprit des consommateurs de façon durable. Alors maintenant, pour rentrer concrètement dans les résultats de l'étude, un petit peu de contexte marché. En fait, l'email marketing demeure un puissant pilier des stratégies marketing et il s'intègre parfaitement dans les parcours cross-canaux qui visent à améliorer l'expérience client dans son ensemble. Et donc, pour prendre la mesure en fait de l'importance du canal, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir en tête quelques chiffres. Donc par exemple, on va constater aujourd'hui que 205 milliards d'emails étaient envoyés chaque jour dans le monde, ce qui est conséquent. D'après la Direct Marketing Association, pour chaque dollar investi, on peut attendre un retour sur investissement de 38 dollars. Donc là, on voit encore au travers de ce chiffre que la rentabilité de l'email est très forte et ça reste un des canaux de communication les plus rentables aujourd'hui. Ensuite, quand on évoque le nombre d'emails reçus par consommateur en France, on l'estime à 39 par jour, donc ce qui n'est pas négligeable aussi, et on comprend au travers de ce chiffre qu'il est vraiment très difficile de savoir se démarquer dans les messageries, et qu'il faut donc redoubler d'efforts pour que son email soit ouvert et soit lu, donc rien n'est acquis. Un autre chiffre très intéressant qui concerne en fait le taux de lecture sur mobile, qui est une vraie tendance. Donc là, d'après Return Pass, il s'élève à 48% sur 2015. Donc là, ça signifie vraiment que l'ensemble de vos emails doivent être lus de manière efficiente sur ce terminal. Les technologies de responsive design, de mobile friendly ont vraiment toute leur importance et on ne peut plus couper court en fait à ces nouvelles technos. Et enfin, l'email est effectivement incontournable, tant pour des objectifs promotionnels que relationnels d'ailleurs. Il fait ou il fera partie des programmes cross-canaux pour 60% des répondants à notre étude Digital Marketer Report que l'on a publiée récemment et dont on a fait un webinaire la semaine dernière.
Donc on constate bien que l'email marketing a encore une place très importante dans les stratégies marketing. Et c'est pour ça donc que l'on continue à réaliser ce benchmark, puisque c'est un levier indispensable. Ça nous permet de vous apporter des éclairages objectifs sur les performances que vous pouvez attendre de ce canal. Et au travers donc de ce benchmark, on essaye de vous informer sur les tendances et les bonnes pratiques à adopter. Un petit point sur la méthodologie de l'étude. Donc il s'agit de la 3e édition IMIA, donc ça regroupe la France, l'Espagne et l'Allemagne. Et pour réaliser donc le benchmark, les données sont issues de notre plateforme et nous avons sélectionné donc des campagnes de plus de 200 destinataires. On a recueilli donc des informations sur 1300 comptes et cela représente plus de 18 milliards d'emails analysés. Un petit focus aussi donc sur les secteurs d'activité analysés par pays, donc ils sont différents puisqu'on ne couvre pas l'intégralité des verticaux en fonction des pays. Donc on va avoir ici 11 secteurs pour la France, B2B, banque, assurance, caritative, formation, luxe, marché public, médias, presse, mode, pure player, VAD, retail et tourisme. Et ensuite vous pouvez constater donc sur ce tableau ce qui est repris également en Espagne et en Allemagne. Et avant de commencer dans la lecture des résultats, un petit point sur le rappel des notions des indicateurs clés. Donc vous avez donc les NPAI qui représentent les nombres d'emails non aboutis sur les nombres d'emails envoyés, les ouvreurs, comme vous pouvez constater, le nombre d'ouvertures uniques sur le nombre d'emails aboutis, les ouvertures, le clicker, je vous laisse regarder précisément si vous avez encore des doutes sur l'un de ces KPI. Et on va passer maintenant aux résultats concrets. Donc sur le benchmark, on va commencer par la délivrabilité. Je vais vérifier que ça s'affiche correctement. Pardon, c'est bon. Et donc avant de remarquer les chiffres clés de la délivrabilité, je voulais insister en fait sur le parcours de l'email. J'attends un tout petit peu, je vois que ça ne s'affiche pas encore sur vos écrans. Mais comme la délivrabilité, c'est un des aspects les plus importants en fait, de l'email marketing, c'est toujours intéressant de savoir comment faire en sorte que les messages aboutissent correctement. Je vois que j'ai un petit problème de slide. J'ai l'impression que vous ne voyez pas apparaître le chemin de l'email. Je vais demander à Mélanie si elle peut nous confirmer. Oui, effectivement, Magali, on est toujours sur le slide délivrabilité. Oui. Alors, je reclique. Voilà. C'est bon. Ça arrive, super. Merci Mélanie. Donc, je vais faire apparaître les éléments. Et donc là, comme vous pouvez le constater, en fait, de notre côté, quand on envoie des emails, il y a plusieurs choses que l'on va réaliser. On va donc faire toute la personnalisation du contenu, on va faire la génération de l'email, on va s'assurer de bien maîtriser donc vos blacklists et de les filtrer. On va avoir aussi tout un travail autour de la signature et de l'authentification de vos emails et nous nous chargeons donc de la déclaration de vos IP et de leur mise en place. Donc cette partie est vraiment liée au routeur d'email et donc à notre expertise. L'email est enfin envoyé par le web et donc il y a deux possibilités, soit le message est effectivement accepté, soit il est refusé par le FAI, donc par le fournisseur d'accès. Quand il est refusé, dans ces cas-là, on va avoir donc un retour de bounce, ces fameux NPAI qui reviennent immédiatement dans la base de données chez nous. En revanche, quand le message est accepté, il y a plusieurs possibilités, comme vous pouvez donc le constater. Soit il arrive en inbox, soit il est directement refusé en fait. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Si une personne décide de déclarer ce message comme spam, il va alors être déclaré via nos feedback loops. Donc ce sont des boucles de rétroaction qui reviennent immédiatement dans notre plateforme pour nous signaler voilà, qu'on a eu une plainte de spam par rapport à votre email.
Donc l'idée là, générale de ce parcours, c'est de vous présenter effectivement quels sont les différents filtres par lesquels passe votre email et les raisons pour lesquelles quelquefois vos emails n'arrivent pas à destination. Nous, notre rôle en tant que routeur, c'est de faire en sorte qu'il arrive concrètement chez le fournisseur d'accès, donc c'est le taux d'aboutissement. Et ensuite, vraiment, cette notion de délivrabilité, elle va être différente en fonction des annonceurs, puisque au niveau de la délivrabilité, les comportements des consommateurs sont de plus en plus pris en considération et font partie des règles de mise à disposition dans l'inbox ou dans la spambox. Autour donc, de ce schéma, ce qui est aussi intéressant à avoir en tête, alors je vais essayer d'avancer aussi, c'est que le taux de NPAI, je voulais le rappeler, c'est quand même la somme des hard bounce et des soft bounce sur la totalité des destinataires donc, de votre envoi. L'information sur votre aboutissement, donc c'est un indicateur qui va vous permettre d'évaluer la qualité de vos adresses. Et un fort taux de NPAI, et particulièrement des hard bounce, peut être le signe d'une BDD qui est vieillissante ou que vous avez des stratégies d'acquisition qui sont perfectibles. Donc grâce aux indicateurs que l'on va obtenir sur l'aboutissement par FAI, ce sera possible d'identifier aussi des problèmes singuliers, de faire appel à nous et d'aller voir avec nos fournisseurs d'accès si on peut faire améliorer votre délivrabilité. Il y a un terme aussi qui est expliqué dans le benchmark que je n'ai pas forcément repris dans cette présentation, c'est le blacklistage. Donc là, c'est lorsqu'il s'agit d'un placement en fait, d'un expéditeur dans une liste noire. C'est-à-dire que son IP, enfin le domaine d'envoi est considéré peut-être comme mauvais expéditeur et donc il est nécessaire de le mettre un peu en quarantaine. C'est une sanction, hein, quelque part, des domaines récepteurs face à des mauvaises pratiques email des expéditeurs. Et ce qui est important à retenir vraiment sur la délivrabilité, c'est le partage des responsabilités. Alors je suis passée un peu vite sur la slide suivante. Ce sur quoi j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est le fait que le routeur se doit d'avoir des bonnes relations avec les FAI, mettre en place toutes les authentifications et les certifications nécessaires pour aboutir correctement, mais cela ne dédouane pas les annonceurs de bien assainir leur base de données et d'assurer l'opt-in de leurs contacts, d'assurer donc de proposer des contenus qui soient pertinents pour que les destinataires soient satisfaits et ouvrent vos emails. Parce que comme je le précisais tout à l'heure, en fait les FAI prennent de plus en plus en considération les comportements des destinataires et donc ça va conditionner votre placement en fait dans l'inbox. Maintenant, concernant effectivement les règles à respecter autour de l'opt-in, aujourd'hui on est dans une approche donc, de permission marketing, c'est-à-dire que l'on peut envoyer des communications par email que si nous avons le consentement express du consommateur. C'est le fameux opt-in. Et donc comme indiqué dans le benchmark, les règles qui sont applicables proviennent en fait d'une commission européenne et elles sont retranscrites dans la directive 2002/58/CE si ça vous intéresse, elle est précisée dans le benchmark. Et donc cette directive vise à protéger en fait les données dans le secteur des communications électroniques et interdisent les communications non sollicitées pour lesquelles l'utilisateur n'a pas donné son consentement. Et là, donc, les règles sont aussi plus ou moins souples en fonction des pays. Et donc, on s'est permis de rappeler effectivement qu'en France et en Espagne, il était nécessaire d'avoir un opt-in, ce qu'on considère un opt-in simple, donc le simple fait de cocher une case en disant « je souhaite recevoir les campagnes ». Et puis, en Allemagne, là, il est nécessaire d'avoir un double opt-in. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer un deuxième email dans lequel le destinataire doit valider le fait de recevoir vos communications. Donc déjà là, rien que sur la France, l'Espagne et l'Allemagne, on a des règles qui sont un peu différentes. Donc ce qu'on peut aussi vous recommander, c'est de privilégier le double opt-in lorsque vous vous adressez à des destinataires étrangers, de manière à avoir voilà, le cadre le plus strict possible et ne pas faire d'impair en fonction de vos destinataires, puisque les règles qui s'appliquent, ce n'est pas celles de l'annonceur, mais bien celles du destinataire. Maintenant, si on regarde donc, le résultat en termes de NPAI, donc là vous avez France, Espagne et Allemagne. Donc, on peut constater que c'est un taux qui est plutôt bien maîtrisé pour l'ensemble des acteurs analysés.
On considère donc qu'un taux de NPAI inférieur à 5% est plutôt un bon indicateur de qualité des bases, et donc par voie de conséquence qu'il y a des mises en place d'assainissement réguliers et qui sont efficaces. Donc en France, ce chiffre est en baisse contrairement à l'Espagne et à l'Allemagne, mais les écarts ne sont pas du tout alarmants, donc il faut continuer vraiment sur cette lancée. Et si nous regardons plus précisément donc, les secteurs d'activité en France, le marché public et le B2B ont les taux les plus élevés. Et donc là, on peut leur conseiller de mettre en place des règles d'assainissement plus régulières et plus fermes que celles qui sont probablement mises en place actuellement. On recommande un nettoyage des adresses email revenant plus de 5 fois Softbounce, un nettoyage des adresses email revenant plus de 3 fois Hardbounce, après à déterminer en fonction de votre fréquence d'envoi. Mais donc il est utile certainement de mettre en place des actions préventives du type d'aide à la saisie des emails, par exemple directement au niveau de la collecte d'adresses, parce que là, typiquement sur le marché public, le taux de NPAI est quand même très élevé. En ce qui concerne les secteurs d'activité qui maîtrisent donc très bien le taux de NPAI, on va avoir donc le secteur de la mode et les pure players, média presse. Donc ce sont effectivement des secteurs qui sont très soucieux de leur aboutissement car chaque email génère vraiment une source de profit importante et donc il est très important de minimiser les risques de mauvaise délivrabilité. Donc nous avons dans le benchmark recueilli des avis d'experts. Donc nous les avons interrogés et donc ils nous ont alerté un petit peu sur des éléments à vraiment prendre en considération. Donc en termes de challenge pour eux, donc les FAI qui utilisent des systèmes anti-spam de plus en plus intelligents, basés sur des très grands nombres de données. Donc là, ils nous alertent sur le fait que le comportement face aux emails envoyés est devenu clé dans les algorithmes de classification. Ce qui signifie que vos envois et le comportement face à vos envois a un impact sur vos envois futurs. Ensuite, le deuxième point, c'est la réputation des adresses IP. Donc, il va prendre également une part toujours plus importante et ce qui implique de nouveau une grande responsabilité de la part des équipes marketing dans le choix des ciblages et dans le choix des contenus à adresser. Le deuxième point, c'est la partie data-driven. Donc la donnée a toujours été au cœur du métier de la délivrabilité, elle est encore, et les FAI utilisent un très grand nombre de données pour modéliser en fait les comportements des utilisateurs et améliorer l'expérience en filtrant les messages spam. Donc ils deviennent aussi de plus en plus restrictifs et ils n'hésitent pas à positionner certaines campagnes des annonceurs directement en spam ou ils se permettent aussi de les supprimer de manière silencieuse. Donc les annonceurs, devant avoir vraiment cela en tête, doivent sélectionner des contenus qui sont vraiment pertinents pour maximiser les réactions des contacts et ainsi donc apparaître aux yeux des FAI des expéditeurs fiables et de confiance. Maintenant, on va passer donc aux ouvreurs et aux ouvertures. Donc sur le même schéma. Pour rappel, les ouvreurs font référence donc aux personnes uniques qui ont ouvert le message. Cet indicateur va particulièrement mettre en lumière si votre adresse expéditrice est reconnue et inspire confiance. Également si votre objet est suffisamment attractif pour donner envie d'ouvrir votre message. Et donc ce couple expéditeur-objet est décisif dans l'ouverture des messages. Le taux d'ouvreurs, donc, ils se maintiennent en comparaison avec l'année précédente. Nous sommes donc sur une moyenne voilà, de 22% sur la France, 19% pour l'Espagne, 18,5% pour l'Allemagne. Il s'agit ici uniquement des résultats qui sont liés aux campagnes dites promotionnelles et donc qui sont établis dans un plan marketing. Les campagnes trigger ne font pas partie du périmètre de l'étude parce que si on fait vraiment un focus sur les résultats trigger, on va avoir en général des résultats bien plus élevés qui peuvent être 2 à 3 fois supérieurs en fonction de la typologie de la campagne. Donc c'était aussi pour repréciser un peu le cadre des typologies de campagnes étudiées. Si l'on regarde maintenant les secteurs d'activité, donc on va avoir la banque assurance pour la France, la formation et le luxe qui obtiennent des meilleurs résultats. Pour la banque, cela s'explique toujours par le fait que le nom de sa banque en fait fait généralement réagir et les destinataires ont tendance à ouvrir pour vérifier le contenu du message. En ce qui concerne la formation et l'enseignement, ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir des campagnes qui apportent beaucoup de contenu en général et qui intéressent les destinataires.
Et enfin, pardon, le luxe, là c'est vraiment la notoriété des marques hein, qui reste un levier indéniable pour l'ouverture. Et ensuite, le point commun qu'on peut voir au travers de ces 3 secteurs d'activité, c'est aussi la pression marketing qui est exercée sur les destinataires qui en général est plus faible que sur d'autres secteurs. Donc ça a également un impact sur le fait ensuite d'ouvrir ou non ces campagnes. Sur les secteurs maintenant qui ont les résultats les plus bas, donc on va constater des pure players, média presse, et ce sont effectivement des secteurs qui ont une pression marketing très forte, qui ne ciblent que trop faiblement encore les destinataires qui ont tendance à envoyer plutôt des emails de masse, même s'il y a quand même de très forts efforts réalisés par ces secteurs. Mais on peut quand même dire que les résultats sont encore honorables. Hein. En termes d'avis d'experts, de nouveau, donc là, pour maximiser l'ouverture de vos messages, au-delà du couple expéditeur-objet, les destinataires se basent également sur vos anciens messages. Donc il faut se poser la question, étaient-ils pertinents à leurs yeux? Avez-vous réussi à capter leur attention? Avez-vous délivré des messages uniquement promotionnels ou les avez-vous enrichis de conseils, de tutoriels, etc. Donc cet axe d'analyse-là, elle est quelquefois oubliée par les équipes marketing, car en effet, si vos contenus sont pertinents, ils maximiseront les ouvertures de vos prochaines campagnes. Pour cela, une approche de data-driven marketing là, est tout à fait conseillée, car combiner les différentes données qui sont à votre disposition concernant vos contacts vont vous aider à construire des messages cohérents avec leurs attentes, leurs centres d'intérêt et leurs besoins. Les internautes n'attendent plus que vos communications pour se faire une opinion de vos produits et de vos services. Ils vont se renseigner par eux-mêmes sur votre site, en magasin, sur les forums, les blogs, les sites d'influence. Donc, la réception de vos emails doit apporter une valeur ajoutée, un contenu différenciant qui attise toujours leur curiosité envers votre marque. Ensuite, la personnalisation et l'individualisation de vos échanges avec le contact pourra faire la différence et assurer la lecture de vos prochaines campagnes. Dans le benchmark, vous verrez, on avait, pas dans le benchmark, pardon, dans le digital marketer, nous avions donc Ashley Johnston, qui est notre senior vice president en termes de marketing, signalé que l'avenir du marketing était orienté par des clients avisés, hyper connectés, multicanal, pour qui chaque interaction devait recevoir en fait une expérience exceptionnelle. Et effectivement, quand vous envoyez des emails, il faut aussi avoir ça en tête, c'est qu'on doit avoir une cohérence avec l'ensemble des communications qui partent de la marque et qui doivent contribuer à cette expérience que vous visez à mettre en œuvre, particulièrement en fidélité ou en CRM. En termes de scénario maintenant de campagne, comme je le disais, donc, ne les appréhendez plus uniquement en tant que canal, mais bien en tant qu'expérience client globale et donc cross-canal. Vos scénarios doivent être automatisés, autant que possible personnalisés et contextualisés pour être efficaces. Et ils doivent répondre au comportement de vos contacts, apporter des contenus particulièrement pertinents à leurs yeux. Donc, nous passons d'un marketing traditionnel, où le marketing vraiment décidé de l'offre, de la cible, du planning de campagne, à vraiment un marketing qui est beaucoup plus moderne, réactif et individualisé. Et au travers de cette slide, c'est effectivement la complémentarité des 2 types de marketing que l'on doit mettre en œuvre. Ce fameux plan marketing auquel on ne peut pas déroger, parce qu'il y a des offres et il y a des collections qui sortent, etc. Donc il faut en tenir compte. On peut planifier un certain nombre de campagnes, mais il faut absolument le coupler et le combiner avec des parcours qui sont plus liés au parcours client, à sa phase, est-ce qu'il est plutôt en mode prospect, est-ce qu'il est client, est-ce qu'il est en mode déclin, etc. Et donc mettre en place une orchestration de parcours qui soit adaptée. Il faut vraiment mettre en place ces 2 types de marketing. Maintenant, on va passer au taux des clics et cliqueurs. Donc là, les taux de cliqueurs, pour rappel, sont toutes les personnes uniques ayant ouvert puis cliqué sur le message. Ici, les facteurs influençant le taux de cliqueurs sont principalement votre contenu et votre offre, la disposition et la mise en valeur de vos éléments graphiques, sans oublier l'affichage du message qui résulte de votre intégration HTML.
Réaliser une mauvaise intégration HTML, c'est aussi prendre le risque de ne pas être compris. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'une des premières slides, il faut se rappeler que 48% des emails sont lus sur mobile. Donc la partie responsive design a toute son importance aujourd'hui. La moyenne des taux de clickers, donc, elle est proche de celle de l'an passé, en légère baisse tout de même. Nous enregistrons donc 3,23% pour la France, 2,9% pour l'Espagne et 3,90% pour l'Allemagne. Donc il est à noter que les taux de clickers pour l'Allemagne, c'est la première fois en fait qu'on le fait apparaître dans le benchmark, puisque c'était une donnée qu'on n'avait pas encore pu obtenir, mais désormais qui fera partie des prochains et sur lesquels donc, nous pourrons faire une comparaison. Concernant les secteurs d'activité, donc les taux de clickers les plus élevés sont observés sur le marché public, la banque, assurance et le luxe. Donc ce sont les mêmes secteurs que pour les meilleurs taux d'ouvreurs. Les raisons exprimées sur le taux d'ouvreurs s'appliquent aussi sur le taux de clickers. Le secteur de la banque assurance met en général des call to action bien en évidence. L'attente de l'action est bien mise en valeur. On guide vraiment en fait le destinataire sur ce qu'on attend de lui. Le marché public annonce souvent des contenus à télécharger ou incite le contact à cliquer pour obtenir l'information. Donc c'est aussi une autre manière donc, de ne pas délivrer l'entièreté du message dans l'email, mais plutôt forcer en fait les gens, enfin plutôt guider les gens à cliquer pour télécharger des contenus. Et le luxe, bien qu'il s'agisse encore très souvent d'une image, reprenant le visuel phare des campagnes, les destinataires savent que pour en savoir plus, ils doivent cliquer sur le visuel pour accéder notamment à une vidéo ou des contenus qui sont plus riches sur le site. Donc ils obtiennent pour cela aussi plutôt des bons résultats de clickers. Les secteurs d'activité maintenant qui obtiennent les taux les plus bas, média presse, pure player et qualitatif. Donc, ce sont pourtant des secteurs qui savent vraiment comment organiser leurs emails pour qu'ils soient attractifs, mais souvent le manque de personnalisation des contenus peut apparaître vraiment comme un catalogue de produits, une liste d'informations qui n'est pas vraiment adéquate par rapport aux attentes du destinataire et donc qui ne les pousse pas forcément à cliquer. En ce qui concerne le caritatif, alors, là, le call to action, il est généralement impliquant. On a quand même beaucoup de campagnes de dons, etc. Donc, certains destinataires, malgré leur intérêt, ne vont pas toujours jusqu'au bout de l'action. Quelques avis d'experts concernant la partie clicker. Donc, là, on s'est rapproché de notre directrice de création graphique en Allemagne. Et donc, en termes de tendance, elle nous faisait part de l'importance du flat design. Donc, plutôt des couleurs vives, des icônes, des formes plates, sans gradient ni ombre. Elle recommande en effet de miser sur un design minimaliste, comportant peu d'éléments, organisé sur une structure simple. Et elle note également l'utilisation fréquente des gifs animés, mais des gifs qui soient subtils, donc plutôt style cinémagraphe, où on va avoir une vidéo qui est arrêtée sur juste un élément du décor, pour apporter quelque chose de subtil et plutôt, mais très efficace parce que ça attire vraiment l'attention. Concernant les technologies cette fois-ci, on recommande l'utilisation de la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les usages du web et donc qui s'applique aussi à l'email aujourd'hui. Comme je viens de le dire, sur du cinémagraphe, la présence de comptes à rebours, typiquement quand vous avez une ouverture de magasin, un lancement de collection, donc vous pouvez teaser en fait les destinataires avec l'envoi d'un compte à rebours qui se met à jour systématiquement dès l'ouverture de l'email. Bien sûr de la personnalisation au travers de blocs dynamiques que vous pouvez aisément mettre en place dans notre plateforme. Pour améliorer le confort de lecture, maintenant sur les terminaux mobiles, on recommande une mise en page sur une seule colonne et simplifier au maximum le message. Donc, très peu de temps est alloué à la lecture, il faut quand même l'avoir en tête, donc il doit être vraiment impactant. Et on doit comprendre dès son ouverture la nature du message et ce qui est demandé au destinataire. Il faut orienter l'action du destinataire, le guider vraiment sur l'objectif que vous avez pour cet email. Et il est également recommandé d'utiliser des intégrations HTML en responsive design pour s'assurer du meilleur affichage. N'oubliez pas de placer un premier call to action en haut de l'email, car il sera vraiment vu plus facilement dès l'ouverture du message. De même que votre message clé,
assurez-vous qu'il soit bien positionné plutôt dans la partie haute pour les mêmes raisons. Et puis une tendance, c'est vrai, c'est l'utilisation des grands visuels qui soient plutôt attractifs et qui véhiculent l'identité visuelle de votre marque. Maintenant, on va passer sur le KPI, donc de la réactivité. Donc le taux de réactivité correspond au nombre de cliqueurs uniques sur le nombre d'ouvertures uniques. Ce ratio permet d'évaluer la pertinence du contenu du message et de l'adéquation entre la promesse, donc objet expéditeur, et offre, donc contenu, sans oublier le ciblage qui a son importance bien entendu. Et donc là, on va constater les taux présentés sur ce slide, donc 14% en réactivité pour la France. Bon voilà, vous avez ici les chiffres clés. En termes de secteur d'activité cette fois-ci, on constate donc qu'il y a une très grande différence entre les taux les plus élevés et les plus bas. Donc nous invitons les secteurs du caritatif et du B2B à mener des tests, notamment pour améliorer ce taux. Mais cette recommandation, de toute manière, peut avoir lieu pour l'ensemble des verticaux. Vraiment faites du test and learn, implémenter des cibles témoins au sein de vos envois pour assurer effectivement que l'impact de vos emails est important. Essayez vraiment de mesurer l'ensemble de ces éléments. Et en termes d'avis d'experts, pour essayer d'améliorer l'ensemble de vos taux, la première chose qu'on peut vous recommander, c'est d'assurer que les données en base soient fiables, parce que les données sont quand même le socle de l'ensemble de vos envois. Mettez en place une stratégie de test en continu, donc pour optimiser vos performances. Ça peut porter sur de l'objet, du graphisme, des heures, des jours d'envoi, des contenus personnalisés. Enfin, il y a énormément de possibilités. On a cette chance-là avec le canal email de pouvoir mettre très facilement en fait des tests en place. N'oubliez pas non plus de fixer des objectifs clairs sur vos campagnes. Quelquefois, c'est un peu oublié. On doit envoyer une newsletter, on doit envoyer un email. Donc, dans la précipitation, on crée un contenu. Mais quelquefois, on oublie de se rappeler quels sont les objectifs réels de la campagne. Et du coup, pour la mesure des résultats, quelquefois, on est un petit peu embêté aussi parce qu'on ne sait pas trop sur quel KPI se fixer. Donc on peut avoir des objectifs liés au chiffre d'affaires, ça peut être un objectif lié plutôt à la viralité, peut-être au téléchargement d'un document, enfin voilà, les objectifs peuvent être très variés en fonction des emails. Pensez également à intégrer une partie de vos campagnes donc dans un parcours client plus global, comme on l'a vu tout à l'heure. Essayez vraiment d'orchestrer un maximum de campagnes parce que ce sont les triggers qui fonctionnent le mieux, où on a les meilleurs résultats, et c'est là où vous pouvez réaliser aussi l'entrée et ancrer votre message dans un dialogue avec le consommateur. Et puis utiliser toutes les données à votre disposition pour personnaliser et individualiser vos contenus. Maintenant, la partie des abonnements. C'est le dernier KPI. C'est un taux qui est en baisse pour la France et l'Espagne. L'Allemagne enregistre en revanche une légère hausse. En termes de secteur, B2B et formation, ainsi que le luxe enregistrent les taux les plus hauts. La manière de communiquer par email par le secteur du luxe, c'est vrai, n'a pas beaucoup changé finalement depuis quelques années. Donc ce secteur doit quand même être attentif à ne pas délaisser le canal email au profit des autres canaux, tels que les réseaux sociaux qui ont une place très importante dans ce secteur, ou via les interactions en boutique. Mais l'email a cette capacité d'enrichir l'expérience client. Donc c'est vrai que pour le luxe, c'est intéressant de repenser en fait sa stratégie email, ou en tout cas comment l'email s'intègre dans sa stratégie marketing plus globale. Il y a encore quelques temps, le luxe avait toujours les meilleurs résultats, qu'il s'agisse d'ouverture, de clics, etc. Et là, on voit que d'autres secteurs commencent à aussi détrôner en fait ce secteur. Donc on les incite à repenser un petit peu leur stratégie. Il y a d'autres éléments en termes de résultats qui sont intéressants aussi à regarder. Et donc vous l'avez dans le benchmark, ce sont les moments d'envoi. Ce sont des chiffres à prendre tels qu'ils sont. Je veux dire, ce ne sont pas les meilleurs résultats par jour, par exemple, mais plutôt les jours les plus privilégiés. Donc c'est quand même aussi une grosse différence. C'est pour ça qu'on vous incite vraiment à mener vos propres tests
faut définir effectivement si vous êtes plutôt sur des destinataires qui réagissent en début de semaine, en fin de semaine, et aussi en fonction de vos créneaux horaires. Mais là, vous avez donc un benchmark qui vous indique effectivement les jours les plus privilégiés, les moments de l'année qui sont aussi les plus privilégiés, et ça va effectivement dépendre énormément du calendrier lié à chaque secteur d'activité. Pour terminer, une fois que donc, vous vous êtes positionné par rapport au benchmark que l'on vient de présenter, et bien sûr je vous invite à télécharger le benchmark où vous avez l'intégralité des résultats. On vous rappelle qu'il est important donc, de travailler sur la fiabilité de vos données, d'améliorer la connaissance client de manière à pouvoir apporter des contenus de plus en plus pertinents, de créer des segments pour mieux affiner votre stratégie, arrêter absolument les emails blast, enfin les emails de masse, parce qu'aujourd'hui vous n'aurez pas forcément les résultats escomptés et vous risquez de perdre en fait l'intérêt de vos destinataires. Déployer des scénarios donc, de campagne cross-canal, intégrer bien le canal email aux autres canaux, et puis analyser continuellement vos résultats de campagne, comme on l'a dit, mettez en place des groupes témoins, mettez en place des splits, etc., pour pouvoir avoir une vue vraiment objective des résultats de vos campagnes. Ici, juste pour conclure, après plus de 15 ans d'existence, en fait, l'email demeure vraiment plus que jamais un composant incontournable des stratégies marketing. Au-delà des atouts indéniables, du coup, la capacité de personnalisation, la facilité d'exécution, l'email est également devenu l'identifiant numérique. Et là, son rôle a vraiment évolué, puisque désormais, l'email permet de raccrocher les différentes identités du web, et donc vous permet de faciliter la construction d'une vision 360 en complément des autres identifiants. Donc l'email marketing a encore de beaux jours devant lui. Les marketeurs utilisent pleinement, si les marketeurs utilisent pleinement ses capacités et son potentiel, l'email se révélera encore un puissant levier d'amélioration de l'expérience client. Il s'intégrera parfaitement aux stratégies cross-canal et il permettra, à mon sens, de toujours apporter le bon contenu au bon moment, à la bonne personne et dans un bon contexte. Donc voilà, on a terminé avec la visibilité en fait des chiffres clés. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour, merci Magali pour cette super présentation. On a déjà eu des petits commentaires nous remerciant et en disant que la présentation était très pertinente. Et j'ai également quelques questions qui ont été posées par chat. La première, est-ce que tu peux réexpliquer la différence entre cliqueur et réactivité, s'il te plaît? D'accord. Donc le taux de cliqueur, c'est effectivement le nombre de personnes uniques qui a cliqué sur le message, sur le nombre d'envois délivrés. Alors que la réactivité, c'est on va vérifier le nombre de cliqueurs par rapport au nombre d'ouvreurs. Donc là, c'est vraiment la pertinence du contenu. Est-ce que les personnes qui ont ouvert le message ont été intéressées et donc cliqué? Ça, c'est la réactivité. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est deux choses différentes. Le taux de cliqueur va plutôt être influencé par le graphisme, éventuellement, bien sûr, le ciblage, etc. Et la réactivité, ça va être, est-ce que j'ai une bonne adéquation entre la promesse lors de l'ouverture, donc l'expéditeur et l'objet, puis le contenu. Donc, est-ce que je ne suis pas déçue par ce qui m'a été envoyé? D'accord, merci beaucoup Magali. Une autre question, si une adresse revient plusieurs fois en soft bounce, est-ce qu'elle est considérée ensuite en hard? Donc ça dépend des règles qui auront été mises en place au sein de votre plateforme, ou en tout cas dans votre CRM. Nous, on recommande que si l'email revient plus de 5 fois en soft bounce, pour rappel, les soft bounce, c'est des problèmes réseau, c'est des messageries qui sont pleines. Donc, il faut quand même avoir
un nombre plus large que le hardbounce pour se laisser la possibilité de renvoyer des messages. Donc là, il faut déterminer en fonction de votre fréquence d'envoi. Voilà, si sous 5 fois je sollicite et j'ai un soft bounce, là je peux éventuellement le passer en hard bounce. Mais ce sont des règles d'attribution qui sont vraiment singulières et adaptées à chaque annonceur. Donc là, en général, nous les chefs de projet qui travaillent avec nos clients font une analyse effectivement de la fréquence d'envoi, du type de soft bounce qui est revenu et ensuite on fait une proposition de passage en hard bounce. D'accord. Question suivante. Qu'est-ce que pour toi une pression marketing email considérée comme raisonnable? Alors ça, c'est vraiment la question piège. Parce qu'il n'y a pas de réponse. La pression marketing, elle est subjective. Elle va surtout dépendre du destinataire et de sa tolérance par rapport à son intérêt de la marque. Donc ça veut dire qu'une personne peut être fan d'une marque et tolérer un email par jour, et puis une autre, ce sera juste un email par mois. Donc ça, c'est une question qu'il faut travailler par la donnée. Nous, la manière dont on traite ce sujet, c'est qu'on fait d'abord une analyse justement des taux d'ouvreurs, de cliqueurs, les taux de spam, enfin en tout cas les feedback loops qu'on peut récupérer. Et en fonction en fait des résultats d'appétence du destinataire par rapport à la marque, on fait des recommandations segmentées puisque tout le monde n'aura pas le même seuil de tolérance. Mais c'est un sujet qui est souvent en fait défini par la marque, parce que c'est plus simple. Donc c'est la marque qui va définir, je ne veux pas envoyer plus de 2 emails par semaine parce que j'estime que c'est le maximum. Mais je pense qu'il faut retourner la situation et plutôt dire qu'est-ce que le destinataire est prêt à recevoir de ma marque. D'accord. Une autre question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner en fait sur les actions à mener côté annonceur concernant les spams? Et plus particulièrement, on a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y a des règles sur par exemple les caractères à ne pas utiliser, la quantité de caractères dans l'objet d'un email? Alors là, c'est quand même très précis comme sujet. Franchement, sur la partie spam, le problème, c'est que ce sont les FAI qui définissent aussi leurs propres règles. On n'a pas forcément ces informations parce que sinon, les règles des FAI ne fonctionneraient pas. Donc, il y a effectivement des basiques à suivre, des mots-clés à éviter, mais c'est plus par l'expérience en fait qu'on va dire attention, ne mettez pas 3 points d'exclamation, évitez le mot gratuit en majuscule, mais il n'y a pas de règle écrite dans le marbre, c'est évolutif, donc il faut savoir s'adapter, mais c'est quand même les FAI qui décident de si vous passez en inbox ou plutôt en spam box. En revanche, la vue qu'on a, c'est lorsqu'on a les feedback loops avec certains FAI, donc ces fameuses boucles de rétroaction, où là c'est le consommateur, le destinataire qui a décidé de déclarer cet email en spam, où là on peut essayer d'analyser un peu le type de contenu qui a été envoyé. Ok, merci beaucoup. On va finir par une dernière question parce qu'on en a beaucoup et je pense qu'on prendra le temps de répondre à tout le monde individuellement par email. Mais est-ce que pour finir, tu aurais un exemple d'une marque ou même en B2B qui applique toutes les bonnes pratiques? J'aimerais. J'aimerais. J'espère que nos clients qu'on accompagne suivent plus ou moins les bonnes pratiques qu'on leur recommande. Après, franchement, il y a tellement de choses à prendre en considération, c'est compliqué de sortir quelqu'un du lot. Je préférerais m'entretenir avec la personne qui pose la question personnellement et évoquer avec lui plusieurs cas qu'on peut avoir au sein même de nos clients. Mais j'ai juste besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir et vous donner quelques exemples pour pas que je me trompe. Bon, merci beaucoup Magali. En tout cas, on a eu des super retours sur ta présentation qui a été beaucoup appréciée. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et les questions que vous avez posées via le chat seront traitées individuellement par mail. Encore merci et très bonne journée à tous. Merci, au revoir.